Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on utilise les méthodes que nous avons vues. Alors, ces méthodes permettent d'étudier les propriétés des atomes ayant différentes structures, avec un certain degré de précision, en utilisant les méthodes d'approximation que nous avons vues. Alors, un cas relativement abordable est celui des alcalins. Les alcalins, ce sont les atomes comme le sodium, le magnésium, le potassium, etc., qui ont toutes leurs couches internes remplies, plus un électron. Alors, donc on a un noyau, toutes les couches, n égale à 1, 2, 3, etc., selon l'atome, sont remplies, et on a un électron en plus dans le niveau supérieur, et cet électron se place naturellement dans l'état S. Donc on peut, et les couches internes remplies ont la structure d'un atome de gaz rare, comme l'hélium, le krypton, etc. Ils sont donc des atomes plutôt inertes, et comme les couches sont remplies, la répartition est tout à fait à symétrie sphérique. Donc, on peut vraiment traiter ce cas-là comme un atome de charge Z-1, le nombre d'électrons, donc de charge 1, avec un électron placé dans un potentiel VR. V de R est un potentiel non coulombien, puisqu'à l'intérieur, selon la répartition des électrons déjà placés à l'intérieur, le potentiel n'a pas la forme coulombienne habituelle. Et c'est un potentiel à symétrie sphérique avec une très très bonne approximation. Ça veut dire aussi qu'on doit juste considérer les états ML de cet électron. Puisqu'il n'y a pas d'orientation préférentielle, les états M et S n'interviennent pas directement. Ils interviennent quand même, nous allons voir comment. Alors, dans ce cas-là, l'hamiltonien a la forme habituelle, moins h bar carré sur 2m, fois la variation avec la position au carré, plus notre potentiel, qui est déterminé par les méthodes que nous avons vues précédemment, plus l'interaction spin-orbite, que nous avions vu également, xi de R, fois L, fois S, les opérateurs moment orbital et l'opérateur de spin. En général, ce terme-là est assez faible, donc on peut le considérer comme une perturbation qui va lever la dégénérescence en énergie pour les états ML, MS. Pour les nombres quantiques ML, MS. Alors, comment est-ce qu'on aborde ça? Eh bien, on part du moment angulaire total, J, qui est égal à L plus S. On sait que c'est une constante de mouvement. Et donc, on peut travailler avec J et M au lieu de ML et MS. On écrit J carré, qui est égal à L carré plus S carré plus 2LS. Et L, J et S, le spin, puisqu'on considère ça comme une petite perturbation, sont de bons nombres quantiques. Donc, on peut, avec cette relation, calculer les éléments diagonaux de ce terme-là. Donc, on calcule pour un LJ particulier l'élément diagonal de LS. Et en utilisant la formule précédente, on obtient une relation 1/2 J fois J plus 1 pour ce terme-là, moins L fois L plus 1 pour ce terme-là, plus moins 3 quarts H bar carré.
Cette relation permet de voir que si L est différent de 0, alors, pour ne pas avoir les termes nuls, les seuls termes possibles sont J égale L plus ou moins 2. On fait le calcul de la perturbation ici, au premier ordre, et on trouve qu'on obtient pour le terme plus 1 demi L, la lettre grecque zeta, on la note comme ceci, NL, et pour le terme moins, on obtient moins 1 demi L plus 1 ZNL. Et ZNL est une intégrale que je vous écris pas en détail, mais qui dépend de RNL de R et de Xi de R. Alors, RNL, c'est la fonction radiale obtenue avec ce Hamiltonien-là sans la perturbation. Comme le potentiel V est attractif, alors Xi est positif, et donc zeta est également positif. Et ça signifie que lorsque J augmente, l'énergie totale, l'énergie supplémentaire due à ce terme, augmente également. On a donc deux termes qui sont d'énergie légèrement différentes. Les termes ici sont assez petits. On appelle cela des doublets. Donc quand on observe le spectre d'un alcalin, on observe des raies assez intenses dues aux différentes valeurs de NL. Et si on affine le spectre en regardant de plus près, on constate que chaque raie est formée de deux fines raies, l'une près de l'autre, des doublets. Sauf pour L égale 0, où J peut valoir seulement 1 demi. Dans ce cas-là, on a un singulier. On peut faire le calcul en utilisant la fonction radiale, en considérant qu'on a un potentiel coulombien. C'est une grosse approximation, mais on obtient une fonction zeta qui varie en 1 sur n au cube, qui est plutôt bien donnée bien en concordance avec l'observation. L'étude des spectres des différents alcalins donne une relation, une différence, une séparation des doublets qui est grossièrement en 1 sur n cube. Donc c'est plutôt bon. Alors, supposons maintenant que l'on applique un champ magnétique. On applique un champ magnétique à notre atome, excusez-moi. Un petit incident. Alors, on applique un champ magnétique qu'on peut décrire par le champ magnétique H. Alors, il ne faut pas le confondre avec l'hamiltonien. C'est malheureusement la même lettre. Le seul truc, c'est que H est un vecteur. C'est un champ magnétique. Et donc, on écrit généralement en lettres grasses dans les manuels. Ce qui fait qu'on ne le confond pas avec l'hamiltonien. C'est un peu plus difficile sur un tableau avec un marqueur. Mais, bon, ça c'est le champ magnétique. Alors, le calcul de l'effet du champ magnétique sur l'électron donne pour le mouvement orbital de l'électron E sur 2mc fois H fois L plus E carré sur 8mc carré fois H carré fois R carré fois sinus carré θ. θ étant l'angle entre le champ magnétique et la direction considérée. Et dans ces calculs, on voit souvent apparaître un terme du type
EH bar sur 2MC. Il est même tellement fréquent qu'on lui a donné un nom. Il est appelé, il a la grandeur d'un moment magnétique et il est appelé magnéton de Bohr. Parce qu'il est rencontré très souvent. À ça, il faut aussi ajouter l'effet du spin de l'électron, où on a un thème de type EMC HS. Quand le champ magnétique est faible, ce qui est le cas la plupart du temps, quand le champ magnétique est faible, on parle de l'effet Zeeman. Lorsque le champ magnétique est fort, à strictement parler, c'est l'effet Paschen-Bach, deux noms, Paschen et Bach. Mais on l'appelle souvent aussi effet Zeeman, par habitude. Alors, en utilisant un champ magnétique faible, on peut considérer ceci comme une petite perturbation, utiliser le calcul des perturbations au premier ordre, et on obtient ainsi les résultats de l'effet Zeeman. Ça, la dégénérescence, puisque là, cette fois-ci, il y a une orientation privilégiée, ça lève les dégénérescences sur M et S, ML, MS. Donc, on voit se séparer les lignes dans le spectre de l'alcalin, avec de très bons résultats théoriques comparés à l'expérience. Pour des champs forts, on peut aussi mener un calcul précis. Cette fois-ci, c'est plutôt les interactions spin-orbite qui sont considérées comme une petite perturbation ou une approximation qu'on néglige. On effectue diverses simplifications et on obtient aussi un assez bon résultat. Alors, dans le cas, et on obtient des résultats, c'est-à-dire des énergies qui séparent les différents traits qui sont proportionnels au champ magnétique. C'est le domaine dit linéaire. Dans le domaine des champs très très forts, ou pour une valeur de M très grande, donc les plus gros atomes alcalins, il faut faire un calcul au second ordre. À nouveau, le spin orbite, on le néglige, et le calcul donne alors une énergie qui est proportionnelle à h carré. C'est le domaine dit de l'effet Zeeman quadratique. Voilà, donc pour les techniques qui sont employées pour étudier les propriétés des différents atomes. Alors, les alcalins sont encore relativement simples. Dans le cas des autres atomes, les calculs peuvent être nettement plus lourds, alors que je ne vous ai même pas donné le détail de ces calculs ici. Ils sont assez complexes et assez lourds aussi. C'est encore pire pour les autres atomes. Hein. Quand il y a 2 électrons autour, ou 3 électrons, évidemment, ça se complique très très vite. Il faut faire des calculs beaucoup plus poussés. Mais on peut ainsi étudier les propriétés des différents atomes. Voilà, alors nous sommes maintenant suffisamment outillés que pour comprendre les propriétés des atomes dans le tableau périodique des éléments. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Nous allons voir ça atome, par groupe d'atomes, et nous ne ferons qu'une partie du tableau périodique, nous n'allons pas la faire en entier. Donc, nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie.